Mesdames et messieurs, bonjour, prenez place. Et bienvenue à la Fondation Kéros au sein de l'Institut de France, qui nous abrite, comme vous le savez, administrativement, intellectuellement, puisque notre président est le chancelier, Xavier Darcos, mais aussi qui nous abrite aussi physiquement, et j'oserais presque dire artistiquement, puisque nous sommes ici à la Fondation Simone e Cino del Duca, qui vient de fêter ses 50 ans, une fondation créée dans la belle année 1975, une fondation qui, 8 ans après la mort du grand éditeur Cino del Duca, avait été fondée ici en 1975 dans sa maison, donc nous sommes dans son salon en quelque sorte, et fondation qui a rejoint l'Institut de France en 2005, comme nous sommes abrités par l'Institut de France depuis 2020, et donc ça nous permet aujourd'hui de nous retrouver dans ce bel hôtel construit par Émile Pereire en 1880, et qui montre bien la transmission d'un savoir-faire français. Et je rappelle, la transmission et l'innovation dans la transmission sont les vocations de Kéros, parce que le paysage éducatif a considérablement évolué au cours des 30 dernières années. Donc notre matinée va nous permettre de faire des constats, de prendre compte de cette situation, de ces évolutions. Et je vais vous expliquer pourquoi nous réfléchissons aujourd'hui à la liberté et à l'égalité. J'y reviens dans un instant. Et puis après, dans l'après-midi, nous formulerons un certain nombre d'idées avec des contributions intellectuelles, universitaires, de points de vue très différents, pour voir la manière de faire évoluer, dans le sens de la liberté, ce paysage scolaire aujourd'hui. Alors je précise tout de suite deux choses. La première, nous ne sommes pas des pessimistes, nous ne sommes pas des déclinistes. Nous sommes persuadés à la Fondation Kéros que l'école a un avenir et que le niveau peut remonter, parce que nous voyons les innovations éducatives au plus près. Parce que les créateurs d'école, il y en a dans la salle, parce que les enseignants passionnés, il y en a dans la salle, parce que les familles impliquées dans l'école, il y en a dans la salle, sont l'avenir de l'école et doivent constituer notre espoir sur le fait que cette école aujourd'hui, eh bien, elle va reprendre toute sa dimension et elle va redevenir l'école d'excellence qui a été l'école française. Et quand je parle de ces créateurs, de ces écoles, eh bien, je pense en particulier à celles que nous aidons au réseau de la Fondation Kéros, puisque je rappelle que nous n'avons que 4 ans d'existence et qu'en 4 ans d'existence, nous avons pu apporter un soutien sous forme de subventions ou de prix à plus de 70 écoles à qui on a versé plus d'1 million d'euros. Et juste quelques rapides chiffres pour vous montrer le profil et la diversité de profils, puisqu'on va beaucoup parler aujourd'hui de liberté et de diversité. 53% des montants que nous avons de ces subventions versées aux écoles étaient pour ce qu'on appelle la démocratisation de l'accès aux écoles, c'est-à-dire le libre choix des parents, c'est-à-dire le fait qu'on puisse verser des bourses pour aider des familles qui n'en auraient pas les moyens à aller dans des écoles indépendantes. On est au cœur du débat sur l'égalité qu'on va aborder toute la journée. 39% des bénéficiaires aussi en montant sont des écoles rurales. C'est un des endroits où ce foyer de création d'écoles est le plus vif et le plus vivace. 65% des bénéficiaires sont aconfessionnels. 15% bénéficient à ce qu'on appelle les publics atypiques, au potentiel, dyslexiques, trisomiques, neuroatypiques, qui sont si mal accueillis aujourd'hui dans l'ensemble des structures scolaires. 79% des structures bénéficiaires sont associatives à but non lucratif. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension ni sur l'aspect confessionnel, ni sur la marchandisation de l'éducation, dont on va certainement reparler aujourd'hui. Donc cette volonté d'innovation, ce sur-mesure éducatif auprès des élèves, concerne, et c'est le deuxième point que je voulais préciser en introduction, concerne tout le monde éducatif. Et c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution de l'école publique, on va parler des écoles sous contrat, et je remercie pour leur présence, il y aura une table ronde tout à l'heure, les représentants des réseaux d'écoles sous contrat catholiques et juifs, de leur présence aujourd'hui. Nous avons tous un enjeu commun, et on va évidemment parler des écoles hors contrat, qui sont celles que nous connaissons le plus près à la Fondation Kéros. Et notre conviction est que la liberté aujourd'hui est déterminante pour faire évoluer ce monde éducatif. Alors quelle liberté ? De quelle liberté parlons-nous aujourd'hui ? La liberté des parents d'abord, qui doivent pouvoir avoir la liberté de choisir l'établissement qui convient le mieux à leur enfant, sans que jamais l'argent ne soit un obstacle. Comment faisons-nous ? C'est tout l'enjeu de l'égalité dont nous allons parler aujourd'hui. Mais aussi la liberté des enseignants, qui doivent pouvoir exercer leur pédagogie, leur liberté pédagogique, la liberté des créateurs d'écoles, que nous connaissons bien et dont nous voyons à quel point ce sont des entrepreneurs, des gens courageux, imaginatifs, remarquables, et ce sont eux qui ont fait évoluer le paysage éducatif au cours des 30 dernières années. Alors en France, il faut faire attention quand on parle de liberté, parce que ça m'a toujours frappé, la liberté est regardée avec une certaine méfiance. La France, les philosophes français ont chanté, ont prôné la liberté, et le monde les a suivis.
la liberté, c'est terrible ce que je veux dire, mais elle est française, elle n'est pas anglo-saxonne, contrairement à ce qu'on croit. La liberté, c'est la Boétie, c'est Voltaire, c'est Frédéric Bastiat. Je dis ça, en France, personne ne lit la Boétie et Frédéric Bastiat. Le monde entier lit la Boétie et Frédéric Bastiat. Parce que les libéraux ne sont pas en France. C'est dommage. C'est Rabelais aussi. Eh bien, nous, on a toujours cette tendance, depuis Lacordaire, à se dire « Ah, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime ». Donc on pense que la liberté, c'est la loi du plus fort, point. Fermer le banc, c'est une menace pour l'égalité. Et donc, comme l'égalité serait une préoccupation majeure des Français, il faudrait se méfier de la liberté. Eh bien, nous pensons que c'est faux. Nous pensons que le monde scolaire aujourd'hui est probablement manque de liberté, manque de respiration, et que s'il est trop régulé, ça n'est sans doute pas en le régulant davantage qu'on trouvera des solutions pour faire face à ces inégalités qui sont croissantes, c'est vrai. On va le voir notamment ce matin. Donc, comment résoudrons-nous aujourd'hui cette question de l'égalité et de la liberté? Je vais faire quelques constats rapides pour commencer, et surtout après, je passerai la parole à Julie Gaillot de l'Institut CSA, qui a réalisé à la demande de la Fondation Kéros un sondage qui va permettre de comprendre quelle est la perception de ces enjeux par les Français. Et vous verrez, sans rien divulguer, que cette perception est très lucide et beaucoup moins idéologique que ce que le débat public peut laisser penser. Ces évolutions majeures du paysage éducatif, j'en citerai 5. Et je précise que encore une fois, nous ne sommes pas des conservateurs, parce que le réflexe conservateur, c'est de se dire un statu quo a été trouvé depuis les années 90, n'y touchons pas. Ne réveillons pas la guerre scolaire. Vous savez, un peu le tigre qui dort, attention. Donc, ne faisons rien, ça marche pas, mais il vaut mieux pas réveiller la guerre. Et ça marche pas. Pourquoi? Pour 5 raisons, je disais. La première raison, malheureusement, vous le savez, c'est que la prise de conscience collective d'une forme de déclin académique global de la France, on reparlera des classements PISA, et d'une baisse de l'ambition scolaire de la nation. Et ça, c'est ressenti globalement par la nation, mais peut-être plus nettement ressenti comme un échec de l'école publique. On verra les perceptions dans le sondage dans un instant. Le deuxième fait qui fait cette évolution aujourd'hui et qui fait que nous pensons que le statu quo n'est plus tenable, c'est que le statu quo des années 90 a, je vais employer des termes économiques, on va me dire que je fais de la marchandisation, mais il y a des économistes qui viendront parler mieux que moi cet après-midi, comme Jacques Delplat ou Olivier Babot. La demande et l'offre est cartélisée, et face à ça, la demande évolue. C'est-à-dire, en fait, pour être clair, qu'il y a davantage de parents qui souhaitent orienter leurs enfants vers des écoles privées et vers des écoles indépendantes. Et à partir du moment où on ne peut pas faire évoluer l'organisation de cette offre entre le public et le sous-contrat, eh bien, forcément, ça crée des frustrations d'un côté et un sentiment de menace dans le monde public de l'autre, qui réagit de manière assez vivace en voulant mettre un contrôle accru sur l'enseignement privé sous contrat, en voulant régir également son recrutement, ou en mettant des obstacles croissants chaque année aux créations d'écoles hors contrat. Donc, nous verrons ce que c'est que la réalité de l'ouverture sociale, qui est bien plus forte et diverse qu'on le dit, dans l'ensemble du monde éducatif et des écoles privées, notamment avec les réseaux d'écoles sous contrat dont je parlais tout à l'heure. La troisième évolution, je l'ai dit, c'est cette diversité, cette vivacité de la création scolaire, grâce à des entrepreneurs scolaires remarquables, le plus souvent associatifs, ambitieux, totalement désintéressés, courageux. Et j'ai un souvenir précis de la première fois où nous avons délibéré sur le prix du prix Kéros de l'innovation scolaire. Il y avait quelques candidats, tous remarquables, créant de nouvelles écoles. Avec, quand je dis 3 fois rien, c'est 3 fois rien. Une école rurale commence avec un budget entre 30 et 40 000 euros par an. Une école urbaine, à cause de l'immobilier, c'est un peu plus, mais c'est très peu. Et avec ça, ils se lancent. Et puis ensuite, la deuxième année, ils continuent, ils font une deuxième classe, ils croissent, un jour, ils créent le collège. C'est remarquable. Et Denis Kessler, feu Denis Kessler, qui est un homme d'affaires à qui on ne la faisait pas, qui regardait les chiffres et les business plans et les plans d'affaires, était impressionné en disant mais si tous les créateurs de start-up venaient me voir avec ça, j'investirais partout. C'est des gens remarquables. Voilà. Ce tissu économique et intellectuel existe avec tellement d'ambition que ça bouscule ce statu quo dont je parlais tout à l'heure. Le quatrième élément de contexte majeur, évidemment, il est budgétaire. C'est-à-dire que au cours des décennies passées, si ça marchait pas, on se disait remettons un peu plus de moyens financiers et puis ça marchera mieux. Bon, c'est faux. Mettre plus d'argent dans un système qui marche pas, ça le fait pas marcher mieux. Ça lui fait qu'il coûte plus cher, mais il marche pas mieux. Mais aujourd'hui, de toute façon, cette possibilité n'existe plus, puisque les marges budgétaires n'existent plus non plus. Et donc, comme cet argent n'existe pas, il faut aller vers ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus efficient au sens de ce qui a le plus d'efficacité
en ayant une certaine économie de moyens. Et on va voir effectivement qu'en ce domaine, il y a un grand contraste entre les différents types d'écoles, entre le public, le sous-contrat et le hors-contrat. Et puis la dernière raison qui fait que le contexte a considérablement évolué, il faut en tenir compte, c'est que eh bien, ces enjeux entre les différents types d'écoles, cette opposition qui initialement était politique, était de sensibilité, aujourd'hui est vraiment devenue réellement scolaire. Dans les années 80, finalement, l'école publique, au moment de la guerre scolaire, l'école publique et l'école privée, semblaient très opposées, mais beaucoup de choses les rapprochaient en fait. De chaque côté, il y avait des très bons établissements et puis des un peu moins bons. Dans le privé aussi, il y avait des très bons établissements et des boîtes à bac. Bon. Mais tout le monde partageait une idée de l'excellence issue du 19e siècle, une idée de l'égalité des chances par le travail, des examens anonymes, de la culture générale. Voilà. On s'élevait par son travail depuis ce modèle du jeune Jean Jaurès, repéré par son instituteur et qui va jusqu'à l'école normale. Voilà. C'était finalement, même s'il y avait des oppositions qui étaient fondées sur la sensibilité sociale, religieuse, à l'époque où les écoles avaient des modèles très différents, beaucoup d'écoles confessionnelles n'étaient pas mixtes à l'époque, le rôle des religieux y était très présent. Aujourd'hui, ça a évolué de ce point de vue-là, elle se rapproche plus. Mais finalement, on voit bien que c'était une détermination qui était de sensibilité religieuse, politique, intellectuelle, mais pas tellement scolaire. Comme le fait le président de la République, je me permettrai là-dessus, évidemment, de citer Michel Sardou, on ne peut pas faire mieux. Je veux que mes enfants s'instruisent à mon école, s'ils ressemblent à quelqu'un, autant que ce soit moi. Après, ils s'en iront adorer leurs idoles et vivre leur destin où bon leur semblera. Voilà. S'ils ressemblent à quelqu'un, autant que ce soit moi. C'était un peu ça. Bon. Aujourd'hui, l'ambition des parents, l'attente des parents, et j'oserais le dire, l'inquiétude des parents, parfois, elle n'est pas mue par ou beaucoup moins, par des considérations de sensibilité religieuse ou intellectuelle. C'est juste que face à une baisse de niveau, face à une crise de l'école, eh bien, ils essayent de trouver ce qui sera le plus adapté à leurs enfants et ce qui permettra, eh bien, à ce que dans un monde où les spécificités entre établissements se sont un peu réduites du point de vue effectivement religieux et intellectuel, mais face à ça, il faut permettre à l'école de mener la transmission le plus efficacement, que chaque enfant trouve l'école qui lui est adaptée, quel que soit son milieu social et les moyens de ses familles, et pour répondre au souhait des parents qui est tout simplement celui de la réussite académique et extrascolaire de leurs enfants. Donc je vais maintenant passer la parole à Julie Gaillot qui, pour l'Institut CSA, va nous présenter le résultat de ce sondage passionnant sur la perception de ces questions par les Français. Ensuite, on fera une première étape d'état des lieux. On vous remercie beaucoup de votre présence et surtout, on est impatient de votre participation active et innovante. Merci.